So as I make my way through this survey, you need to bear in mind that a culture takes its tone, its clothing, from the drugs that it admits, and you can know a great deal about a culture from the drugs that it excludes, the drugs that it excoriates. Le type que vous voyez en train de parler bizarrement là, eh bien c'est Terence McKenna. S'il demeure assez inconnu en France, il est à travers le monde une figure importante de la contre-culture du monde anglophone. Il suffit d'ailleurs pour s'en convaincre d'aller faire un tour sur YouTube où ses conférences les plus populaires comptabilisent jusqu'à des millions de vues. C'était un ethnobotaniste, un penseur, un philosophe, un écrivain, un conteur et une sorte de barde qui fut dans les années 80-90 l'un des plus ardents défenseurs d'une consommation éclairée et responsable des psychédéliques. Terence McKenna est le véritable Timothy Leary, dira Timothy Leary au sujet de Terence McKenna. C'est vrai qu'écouter une conférence du personnage, c'est se prendre un cyclone d'idées pas très orthodoxes capable d'élever à peu près n'importe quel cerveau hors de sa zone cognitive de départ. Un type capable d'emmener son auditoire au plus proche de l'expérience psychédélique, et ce, sans jamais rien lui faire absorber. On trouve assez peu de traductions françaises de ces classes, et en espérant que les choses bougent un petit peu, je vous propose aujourd'hui un portrait assez succinct du personnage, qui parlera de l'essentiel de sa pensée au sujet notamment des substances psychédéliques. Ces idées, elles ne manqueront pas de polariser les foules, mais je les trouve suffisamment intelligentes, uniques et inspirantes pour qu'on s'intéresse un petit peu à elles. Terence McKenna est né le 16 novembre 1946 et mort le 3 avril de l'an 2000. Avant même son adolescence, il se passionne très tôt pour toutes sortes de sujets assez inhabituels chez les enfants, allant de l'étude des fossiles, ce qui peut encore aller, jusqu'à l'ésotérisme en passant par la psychologie et la fiction de Lovecraft. À 10 ans, il découvre l'existence des champignons hallucinogènes en lisant le magazine Life et le célèbre article qui leur est consacré. Et puis par la suite, il se lance dans l'ouvrage de Aldous Huxley, Les portes de la perception, dans lequel l'auteur rend compte de son expérience de la mescaline. Enfin, il dévore l'ouvrage de Carl Gustav Jung, Psychologie et alchimie, qui deviendra rapidement sa lecture de référence à conseiller à quiconque souhaite se lancer dans l'aventure psychédélique. Adolescent, gros fumeur de cannabis, il effectue sa première expérience psychédélique en absorbant des graines de belle de jour, ce qui fut un trip relativement léger certes, mais aussi un moment décisif de la vie du jeune Terence, puisque c'est à la suite de cette expérience qu'il décidera de développer sa relation avec celle qu'il appellera désormais les plantes magiques. En 65, il rejoint l'université de Berkeley, où il découvre le chamanisme exprimé par la culture tibétaine. La même année, il s'intéresse à l'opium, puis à la kabbale, ce qui l'amène à se rendre à Jérusalem où il rencontrera une jeune ethnobotaniste, Kathleen Harrison, qui deviendra par la suite sa femme en 1975. En 1969, ses centres d'intérêt le poussent à partir vers le Népal, où il espère pouvoir s'éduquer sur la tradition et le langage tibétain et pourquoi pas apprendre une chose ou deux sur le chamanisme et l'usage des plantes visionnaires. Pour arrondir ses fins de mois sur place, l'intrépide Terence vend du hashish qu'il exporte vers les États-Unis. Jusqu'au jour où l'un de ses paquets finit intercepté par la douane. Stoppé net dans son activité, momentanément recherché par Interpol, il décide donc de passer le restant de son séjour à explorer les ruines du sud-est de l'Asie et en profite pour devenir chasseur et collectionneur professionnel de papillons. Par la suite, toujours motivé par l'expérience et la soif d'aventure, Terence, accompagné de son frère Dennis McKenna, partent vers l'Amazonie à la recherche d'une préparation à base de yopo, une plante à forte concentration de diméthyltryptamine, malheureusement sans succès. Toutefois, ils tombent au cours de leur voyage sur d'énormes quantités de Psilocybe cubensis, un des champignons hallucinogènes les plus communs, qui devient alors le centre de leur attention et qu'ils se mettront à consommer allègrement. Hélas, les meilleures choses ont une fin et Terence doit retourner au bercail pour terminer ses études en 1972. En 1975, il épouse Kathleen, avec qui il aura 2 enfants, puis se lance dans la rédaction de son premier ouvrage, Le paysage invisible, puis d'un second, rédigé à 4 mains avec son frère Dennis, qui n'est ni plus ni moins qu'un guide pour faire pousser des champignons chez soi, tranquille à la maison. Mais plus que sa plume, ce sont ses paroles et la promotion qu'il fait des psychédéliques dans les universités nord-américaines à partir des années 80 qui feront de lui l'un des plus importants porte-parole des psychédéliques du XXe siècle. Farouchement opposé à toute forme de dogme, qu'il soit social, politique, religieux ou scientifique, Terence McKenna favorise l'individu, son expérience directe du monde et
l'interprétation libre qu'il peut en faire. Son interprétation plutôt que celle des institutions, des courants de mode et plus globalement des dictats sociaux qui expriment à la place des individus ce qui est juste, beau ou bon. Cette institution, justement, Terence McKenna l'aperçoit comme un organisme parasite qui se place entre l'individu et ce qu'il nomme l'autre mystérieux. Et ce qu'on appelle communément la culture, pour Terence McKenna, n'est que le cumul de ces institutions dont le but final est de superviser nos vies. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas franchement copain avec la culture. La culture n'est pas votre ami. La culture sert d'autres intérêts que les vôtres, ceux des églises, des entreprises, de la collecte d'impôts, etc. Elle n'est pas votre amie. Elle vous déresponsabilise, elle use et abuse de vous. Personne n'est bien traité par la culture. Et notre culture est une perversion. Elle fétichise les objets, pousse à la consommation, véhicule une image trompeuse de réussite et de bonheur. Elle engendre la confusion et une compréhension erronée de la réalité sous forme de religion et de cultes idiots. Elle invite les gens à n'être que l'ombre d'eux-mêmes, à se déshumaniser en se comportant comme des machines. Notre culture, c'est un complot contre l'expansion de la conscience. Usant de ses talents d'orateur, mêlant connaissances académiques, expériences personnelles, références philosophiques et punchline au goût certain de science-fiction, Terence McKenna voit dans les psychédéliques un moyen d'atteindre et d'expérimenter la mémoire collective de l'espèce humaine, un espace au-delà de la dimension ordinaire où esprit et matière ne font plus qu'un. Bref, un outil épistémologique nécessaire à la progression de l'humanité vers une unité heureuse. Sa propre expérience des psychédéliques, elle amène à formuler quantité d'idées et spéculations sur notre civilisation, notre évolution, notre perception du temps et bien d'autres choses encore qui, selon le public, peuvent engendrer de sérieuses résistances, comme créer une ouverture sur de nouveaux horizons de pensée. À commencer par sa très populaire hypothèse du singe enivré, dans laquelle nos ancêtres primates, contraints par la famine de varier leurs sources alimentaires, se seraient tournés vers les champignons aux propriétés hallucinogènes poussant sur les bousses de vache. En transformant leur perception du monde, ces champignons auraient donné aux primates un avantage stratégique sur leur environnement, leur permettant ainsi d'imaginer de nouvelles façons de chasser, de se protéger, de communiquer, en développant leur cerveau pour progressivement aboutir à celui de l'homme moderne, le nôtre. Pour appuyer ce postulat, il prend l'exemple de la synesthésie, à savoir l'association des sens induite par les champignons, qui aurait amené ces primates à développer le langage. L'un de ces primates organise des sons qu'il produit avec sa voix qui, une fois perçus par les oreilles de ses congénères, se matérialisent dans leur tête sous forme d'image mentale qui leur permet de créer un nouveau mode de compréhension au sein du groupe. Et bam, le langage aura été inventé. Terence McKenna comprend donc les plantes psychédéliques comme une forme d'intelligence alternative, une intelligence plus ancienne que la nôtre, capable de nous enseigner, de nous faire voyager et de nous rappeler à l'essence même de l'expérience humaine, ce qui selon lui serait la raison première de leur interdiction dans la société occidentale. Les psychédéliques ne sont pas illégaux parce qu'un gouvernement soucieux de votre bien-être s'inquiéterait de vous voir vous jeter par la fenêtre. Les psychédéliques sont illégaux car ils ont le pouvoir de dissoudre les structures de l'opinion, les modèles culturellement installés du comportement et du traitement de l'information. Ils vous ouvrent à la possibilité que tout ce que vous croyez savoir est faux. Face à cet obscurantisme institutionnel visant à empêcher les humains d'accéder à ce qui est pour lui un droit inaliénable, McKenna se fait le chantre de l'expérience psychédélique qui pour lui a moins en commun avec la drogue et la toxicomanie qu'avec l'exploration de la psyché et la création de sens à partir du chaos. Être en faveur des plantes psychédéliques est clairement une position anti-drogue. La dépendance envers les drogues, c'est le résultat d'un comportement répétitif, irréfléchi et obsessionnel. Voilà précisément les tendances psychologiques que les psychédéliques parviennent à modérer. Les psychédéliques constituent l'exact opposé des drogues. Ils promeuvent le questionnement, la conscience, l'examination et la reconstruction de schémas comportementaux. Les psychédéliques représentent un problème éthique parce que justement, ils agissent comme des agents de déconditionnement. Ils immisceront le doute en vous. Que vous soyez un rabbin hassidique, un anthropologue marxiste ou un enfant de cœur, parce qu'ils dissolvent les systèmes de croyance. Et ils le font très bien. Et ils vous laissent ensuite avec les données brutes de l'expérience. Ce que William James appelait chez les enfants l'expérience florissante et bourdonnante. Fort de cette expérience, vous reconstruisez votre monde, en comprenant qu'il s'agit d'un dialogue où vos décisions, la projection de votre grammaire dans l'espace intellectuel, formeront votre façon d'être. Mais plus qu'un outil de déconditionnement et d'apprentissage, il voit également dans les psychédéliques un portail transdimensionnel au sens littéral du terme. Est-ce que je vous ai dit que ça partait un peu en science-fiction ?
Une porte ouverte vers d'autres univers peuplés d'entités avec lesquelles une forme de communication serait possible. McKenna évoque souvent ses propres expériences, notamment celles dans lesquelles il est amené à faire la rencontre d'une personnification du logos de la Grèce antique, l'esprit de la pensée, du langage et de la raison avec laquelle il communique. Mais ce n'est pas la seule entité qu'il rencontre dans ses tripes, et il a longuement parlé de ses rencontres avec ceux qu'il nomme les elfes mécaniques, ces entités constituées de fractales, souvent rapportées par d'autres psychonautes d'ailleurs, et assimilées à des sortes d'anges, ou des personnages mythiques tels qu'il en existe dans les contes de fées, et qui sont en quelque sorte les habitants des univers dans lesquels l'emmènent les psychédéliques. Ces élucubrations ne manquent pas de faire jaser tout un pan des personnes auxquelles il s'adresse, et à ses détracteurs, il conseille simplement de prendre les mêmes doses que lui, et en prenant les mêmes doses que lui et en faisant les mêmes expériences que lui, ils se rendront compte que Terence McKenna n'est rien d'autre qu'un simple témoin. La dose en question dont il parle et qu'il préconise, c'est celle qu'il appelle la dose héroïque, celle qui permet le basculement total d'un mode de perception vers un autre. Pour lui, elle se traduit par 5 grammes de champignons secs consommés dans l'obscurité et le silence. Selon McKenna, c'est à ce dosage et à ces conditions uniquement que l'on peut accéder au déploiement sans entrave de l'esprit humain et aux richesses qu'il recèle. Et l'accès à cette richesse constitue pour lui un droit inaliénable de l'humanité, un trésor capable de régénérer la souplesse de l'esprit humain et tout ce qu'il peut contenir de joie, d'amour et d'inventivité. Selon ces termes, une vie passée du berceau à la tombe sans l'expérience psychédélique serait aussi triste qu'une vie passée sans l'expérience de l'amour ou de la sexualité. On comprend donc que pour lui, les psychédéliques sont d'une importance capitale à l'expérience humaine, et qu'il ne peut y avoir qu'une civilisation immature, incertaine de la solidité de ses fondations, pour sérieusement envisager de les interdire. Et malheureusement, c'est la privation même de l'expérience mystique induite par les plantes magiques qui pourrait conduire l'humanité à sa perte, engendrant des civilisations qui privilégient la brutalité, la hiérarchie et le matérialisme mortifère. Ce monde mourant constitue une autre réflexion de Terence McKenna, qui voyait dans le chemin emprunté par l'humanité ces 10 derniers milliers d'années une voie sans issue, illustrée par le capitalisme, le matérialisme, le dogme, le tabou et la destruction de l'environnement naturel. Dès les années 70, il percevait la société occidentale comme un organisme malade, à qui s'offrait le choix soit de continuer dans cette voie et mourir, soit d'activer ses anticorps à déconstruire ce qui devait l'être. Pour lui, des mouvements tels que le surréalisme, l'anarchie, l'art abstrait, le féminisme, le jazz, la libération des mœurs sexuelles, tout cela serait l'expression de ces anticorps de la civilisation humaine en rébellion contre l'ordre établi et dont le but final serait de ramener l'humanité à une relation symbiotique avec son environnement. Une sorte de retour vers l'âge d'or de la vie sur Terre qu'il qualifie de néo-archaïque. La culture remplace le ressenti authentique par des mots. Par exemple, imaginez un enfant allongé dans son berceau, la fenêtre ouverte, et rentre alors une chose merveilleuse, mystérieuse, brillante, éclairant la pièce de 1000 couleurs, mouvements et sons, une hiérophanie transformatrice perceptuelle. L'enfant est fasciné. La mère entre alors dans la chambre et dit à l'enfant « C'est juste un oiseau, mon chéri, c'est juste un oiseau. » Alors, instantanément, la vague complexe de l'angélique pan iridescent et mystérieux s'effondre dans le mot. Tout mystère disparaît. L'enfant apprend que ce n'est qu'un oiseau. Et à l'âge de 5 ou 6 ans, c'est tout le mystère de la réalité qui a été soigneusement remplacé par des mots. C'est un oiseau, c'est une maison, c'est le ciel. Et c'est ainsi, petit à petit, mot après mot, que nous nous enfermons dans une perception linguistique paralysée. Des idées qui ne manquent pas d'évoquer des similitudes avec le mouvement hippie et New Age, qu'ils goûtent paradoxalement assez peu, souvent réductionnistes dans leur approche, là où ils tentent une perception du mouvement vivant dans son entièreté. Et donc ce mouvement de déconstruction d'un système mourant peut et doit passer selon lui par une nouvelle connexion au monde naturel, celui des plantes, dont chacun peut faire l'expérience. Pour autant, il n'invite jamais son auditoire à s'en foutre autant que possible dans les narines, et encourage l'approche psychédélique sur le plan de l'exploration plutôt que celui de la défonce. Ma compréhension de l'expérience psychédélique est que chacun doit s'y comporter comme un pêcheur, se rendre dans les sombres océans de l'esprit et y laisser descendre ses filets. Ce que l'on y trouve n'est pas le monstre qui déchire ses filets pour entraîner nos embarcations dans les abysses. Ce que nous recherchons, ce sont des idées, pas si petites qu'elles en deviennent triviales, ni si grandes qu'elles en deviennent incompréhensibles. Des idées de taille moyenne que nous pouvons transporter sur notre bateau et offrir à ceux restés sur la terre ferme. C'est cela que nous devons chercher.
Vous ne faites pas ça pour votre bien-être. Cela ne fait pas partie de votre psychothérapie. Vous le faites car vous êtes un explorateur, un représentant de notre espèce. Et le plus grand bien que vous puissiez faire à cette espèce, c'est de ramener une nouvelle idée, car notre monde est mis en danger par l'absence de nouvelles idées. Notre monde est en crise du manque de conscience. Dans cette mesure, chacun peut à son tour plonger et ramener un fragment de l'image, et ainsi contribuer à la construction du nouveau paradigme. C'est ainsi que nous participons à la rédemption de l'esprit humain, et en fin de compte, c'est tout ce dont il s'agit vraiment. Les psychédéliques comme moyen de transformer l'espèce humaine et la sauver de son autodestruction, c'est l'un des piliers de la pensée de Terence McKenna. Au registre des molécules qu'il privilégie pour cet usage, il se montre très clair. Pour lui, l'expérience essentielle passe par les plantes issues du monde naturel, chargées de leur propre histoire et pratiquées par les cultures orientées vers le chamanisme. Ces plantes, plutôt que le composé isolé en laboratoire stérile dont on ne connaît pas les effets sur le long terme. De même, en dépit de l'amour qu'il porte à ces plantes, il ne nie pas le risque qu'elles peuvent présenter face à un esprit peu averti, et invite donc les potentiels intéressés à la plus grande précaution. Les expérimentateurs devraient se montrer très prudents. Ce sont des dimensions étranges au pouvoir et à la beauté extraordinaires, et il n'existe pas de règles pour éviter de se sentir submergé. Alors, déplacez-vous dans ces dimensions avec précaution, usez de réflexion et essayez toujours de superposer ces expériences sur l'histoire de l'espèce, sur sa philosophie et sur ses accomplissements religieux. Tous ces composés sont potentiellement dangereux et impliquent des risques à forte dose ou à intervalles trop réguliers. La bibliothèque, c'est le premier endroit dans lequel se rendre avant d'envisager de consommer un nouveau composé. Alors, on se doute qu'avec ce genre d'idées, dans une Amérique de plus en plus soupolée dès qu'il s'agit des libertés individuelles, de la drogue ou des services dus à la nation, les détracteurs de McKenna n'ont pas manqué à l'appel. À commencer par une partie importante de la communauté scientifique qui balayera d'un revers de main la quasi-totalité de ses hypothèses, évoquant leur manque de sérieux. Il faut dire qu'en plus de sa théorie du singe enivré, McKenna a beaucoup spéculé sur le temps et la fin du monde censé surgir en 2012, conformément au calendrier Maya. Décédé d'une tumeur au cerveau en l'an 2000, il n'a pas eu l'occasion de constater à quel point il s'était magistralement planté. Fun fact, quand on écoute bien Terence McKenna à ce sujet, on se rend bien compte qu'il ne parle pas de la fin du monde, mais bien de la fin d'un monde. Un changement de puissance, d'échelle, de niveau vibratoire, de paradigme, appelez ça comme vous voulez. À titre personnel, je constate simplement que le terme anthropocène, le terme qui désigne, je cite, une nouvelle ère dans laquelle la puissance de l'homme moderne est devenue une force géologique susceptible d'influencer directement l'équilibre terrestre, est un terme qui a été proposé et refusé à l'échelle des temps géologiques à l'occasion du 34e congrès international de géologie. Alors oui, il s'agit d'un mot comme il en existe des milliers d'autres et comme on en invente chaque année, mais on parle quand même d'un terme qui désigne la nouvelle puissance acquise par l'humanité, inimaginable il y a encore quelques décennies. Et devinez à quelle date a eu lieu ce congrès ? En 2012. Vous en faites ce que vous voulez, parenthèse fermée. Bref, on parlera aussi pas mal du fait qu'en dépit de la promotion très régulière qu'il faisait publiquement des psychédéliques, Terence McKenna ne les consommait quasiment plus depuis le début des années 90, qui ne manqua pas de créer entre ses proches et lui-même des tensions, ces derniers lui reprochant une attitude proche du « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Enfin, en plein questionnement existentiel dans les dernières années de sa vie, Terence McKenna s'enferme progressivement dans sa tour d'ivoire. Il s'éloigne peu à peu de ses proches et vit de plus en plus au contact exclusif de ses fans, qui ne manquent pas de lui construire une certaine image de gourou malgré lui, et malgré ses nombreuses prises de parole dans lesquelles il exhortait son public à ne plus céder à quelque forme de dogme ou d'idolâtrie que ce soit. Il décédera d'une tumeur du cerveau le 3 avril de l'an 2000, sans lien apparent avec son mode de vie, en tout cas c'est ce que lui diront ses médecins. Alors, près de 20 ans après son décès, qu'est-ce qui reste de l'héritage du barde psychédélique ? Pour ma part, les dernières années de sa vie, son éloignement des plantes dont il vendait les louanges, sa starification et ses excès en tout genre ne pèsent pas lourd en comparaison avec son travail de sensibilisation au sujet qui le passionnait. Et il a su tirer de son expérience une pensée suffisamment intéressante pour systématiquement captiver son auditoire. Une fois que ce but a été atteint, une fois qu'il a réussi à faire passer ce message, en tant qu'individu, il peut bien faire ce qu'il veut. Et pour moi, il n'est pas tenu de continuer à planer jusqu'à la fin de ses jours sous prétexte de conserver une crédibilité aux yeux de son public. Par ailleurs, choisir d'invalider Terence McKenna sur une base strictement scientifique n'a pas beaucoup d'intérêt non plus. McKenna ne cherche jamais à démontrer à tout prix ce qu'il postule. Il se présente d'abord comme une sorte d'explorateur de la conscience, et puis en tant que conteur de ce qu'il a perçu. Ses mots, ses théories et ses hypothèses n'ont pas tant pour but de respecter un strict protocole scientifique, plutôt que de
créer une résonance dans l'esprit humain, de créer une beauté, un imaginaire, un horizon dans lequel il serait souhaitable de s'engager en tant qu'individu ou en tant que communauté. Et ça, il faut reconnaître qu'il le fait avec une habileté unique en son genre, en nous contant le voyage vers les mondes intérieurs avec un langage, une poésie et un humour capable de transformer les indicibles impressions de l'expérience psychédélique en un conte qui, 20 ans après sa mort, résonne encore parfaitement avec notre monde, ses paradoxes, ses conflits, ses horizons et ses espérances. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à la liker, je vous invite à la partager, je vous invite à vous abonner à cette page. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!